le plus marqué et pourquoi? Quel est le reportage qui m'a le plus marqué et pourquoi? Ah, je ne vais pas parler d'un reportage où j'ai failli avoir d'énormes... je ne sais pas si j'en serais sortie vivante d'ailleurs. Il y a un reportage, honnêtement, qui m'a vraiment marqué. Qui m'a marqué, et avec le temps, ça me hante même. C'est ce reportage donc à l'Institut national de l'audiovisuel. C'était en 1995, c'était le 50e anniversaire de la libération des camps par l'armée rouge. Et on avait préparé ce reportage suffisamment de temps à l'avance. Et je me souviens, c'était Henri Sagnier. Vous vous souvenez d'Henri Sagnier? Oui. C'était Henri Sagnier qui s'occupait de la rédaction nationale. Et je lui ai dit, écoute, ça fait 50 ans et c'est un tel événement. Je voudrais bien que France 3 finance le voyage de quelqu'un qui était à Auschwitz, donc quelqu'un de jeune, qu'on l'emmène avec nous et qu'on l'emmène à Auschwitz, 50 ans après. Auschwitz, hein. C'est pas... Vous voyez, tout à l'heure, j'ai revu mon professeur, vous avez vu ce que ça nous a fait. Là, c'est Auschwitz. Donc, je trouve une femme qui s'appelait Renée Eskenazi. Elle avait 16 ans, en 1945. Certains d'entre vous, 16 ans, elle avait 16 ans. Oui. Pas encore. Elle avait 16 ans. Et elle avait passé une année à Auschwitz. Toute sa famille avait été décimée. Et là, donc on l'a emmenée, on est arrivé là-bas il y a Cracovie, on est allé à Auschwitz. Mais le jour où on a tourné, et dans la foulée, Jacques Chirac est arrivé avec Simone Veil et nous un petit peu avant. Et à un moment donné, on était 4 autour d'elle. Le matériel nous est tombé des mains et on s'est mis vraiment à pleurer. Et je crois que pour moi, c'est la seule fois où vraiment on s'est dit c'est trop dur. On ne s'est pas dit c'est trop dur, c'était trop dur. Et après, on a recommencé à travailler. On a essuyé nos larmes, on a recommencé à travailler. Et pourtant, vous savez, dans ces professions-là, on voit des choses très dures. Hein. Moi, j'ai vu des tapis de cadavres. Hein. Des tapis de cadavres. Des tapis de cadavres. Notamment en Libye, en 2011, au moment où la France, la Grande-Bretagne avait bombardé les troupes de Kadhafi qui arrivaient à Benghazi, en dessous de Benghazi. Donc on arrive à créer un rideau entre notre sensibilité et ce qu'on voit, parce que ce ne serait pas possible. Chacun son métier. Je ne pourrais pas travailler dans l'hôpital. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas être pompier. Je ne pourrais pas porter secours à des gens en morceaux. Et pourtant, j'étais capable de voir ça. Mais de voir cette femme qui avait 71 ans, avec nous, à Auschwitz, en 1995, et l'imaginer là, 50 ans avant, sauvée par l'armée rouge, avec 16 ans, et toute la vie après, rentrer seule. Ses parents étaient ensemble. Et ça c'était dur. Oui, ça m'a marqué. Ça me marquera toujours. Ça me marquera toujours. Je pense qu'elle est morte, cette dame. Je crois, c'est pas que je crois, je sais que les lycées, les établissements scolaires ont un code qu'offre l'INA dans la série Jalon, J-A-L-O-N-S. Vous pouvez avoir accès aux images. Donc si jamais vous voulez poursuivre cette discussion entre vous et de regarder les reportages que j'ai fait, vous y avez le droit. Je vais vous donner quelques indications. Et il y a un nouveau site maintenant qui a été créé par France Télé, Radio France, l'INA. Je pense sur l'INA parce que c'est vraiment les archives, c'est des géants. Ils ont tout numérisé presque. Et vous aurez des plateformes. Et c'est normal que la jeunesse ait droit aux images. Tout à l'heure, le professeur disait que vous avez failli vous demander 260 € pour une salle. On se cotise ces jours-là. Mais il n'y a aucune raison qu'un lycée sorte 260 €. Après tout, cet endroit est payé par nos impôts. Et vous, la jeunesse, vous avez droit à ça. Voilà. Si un jour le problème se pose, ben, je ne sais pas, allez en délégation à la mairie et défendez votre cause. Ne vous laissez pas... cette salle est pour vous, elle est à vous. Voilà. Vous devez pouvoir. C'est impoli, mais je suis capable de tenir ce langage. Ils sont aujourd'hui au pouvoir ici, je n'ai même pas pissé, je ne sais pas de quelle couleur. Mais il n'y a aucune raison de demander du fric, de l'argent à des profs qui se mettent en cas, parce que le professeur, pour qu'il ne puisse pas se venir aujourd'hui, je ne suis pas venu me balader chez nous. J'ai du travail à faire chez moi. M'a demandé, on était en septembre, genre, je crois, septembre ou octobre, quand tu m'as contacté. Et j'ai bloqué cette date, et à 2 jours près, je n'aurais pas pu venir vous voir. Il aurait fallu que je manque ma parole. Parce qu'il y a 2 jours, je suis allée à l'Élysée, c'était la conférence nationale de handicap, et je travaille aussi là-dessus. Donc il se donne du mal. Si après, il faut en plus se mettre en place pour avoir 200 et quelques euros ou 400, j'en sais rien,
Ça va pas. C'est un sujet annexe, mais dites-le à vos parents, hein. D'accord? Ils vont voter là dans quelques temps. Cet équipement-là, il faut que vous ayez droit. Hein. Le prof ne va pas vous dire. C'est à vous ça. Alors, il y a pas de questions? Question qui se cache. Et après, il y a une autre question là-bas après. Ah ben ça y est, mais maintenant elle pose des questions. Les langues se Vas-y, démontent. pose ta question. Quel est le moment de votre vie que vous ne voudriez surtout pas revivre? Eh ben, le moment où je parle, il veut dire, voilà. Voilà. Je ne voudrais pas entendre ma mère hurler parce qu'on lui tient les cheveux. Je ne vais pas entendre ma soeur courir parce que mon père arrive avec sa bacane pour l'assassiner parce qu'elle avait fait sa communion solennelle. Je sais que vous pensez à un moment de reportage, je ne le ressentez pas parce qu'il est déjà écrit, que ce n'est pas un numéro de comédie que j'ai pas envie de raconter. Mais ce que j'ai vu du personnel dans mon enfance, ça c'était vraiment dur. Quand je me suis retrouvée devant le personnage auquel vous pensez, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai eu un sursaut. Et ensuite, je n'ai pas fait de psychothérapie, j'aurais dû le faire. Mais il y a peu de temps de cela, notamment, j'ai été invitée à prendre la parole devant des spécialistes du cerveau, parce que ce sont les neurosciences qui étudient beaucoup ces sujets de traumatisme, et notamment à l'hôpital militaire à Port-Royal. Et j'ai appris qu'en fait, dans des situations extrêmes, le cerveau a des capacités insoupçonnées qui révèlent et vous arrivez à vous défendre. Et ce jour-là, ce jour auquel vous pensez, parce que je sais très bien que vous pensez à un jour, j'imagine, à 84, je ne sais pas comment l'idée m'est venue de dire, je vais dire en français parce que c'est en anglais, je ne peux pas, j'ai des règles. Et je savais que ça allait débuter. Comment et c'était pas vrai. C'était pas la vérité. Comment j'ai eu cette idée-là? Ça prouve que le cerveau fonctionne en autonomie. J'ai discuté notamment avec un professeur en neurosciences, un professeur israélien qui a beaucoup travaillé sur la société israélienne, qui évidemment est plongé dans des histoires de guerre depuis 1948. Et lui m'a dit que les dernières études en neurosciences montrent que les traumatismes laissent des traces, mais qu'en fait le cerveau est beaucoup plus souple qu'on ne le croit. Ça, je vais vous le dire, vous qui êtes jeune en particulier. C'est que si vous êtes un jour plongé dans des situations extrêmes, parce qu'il s'agit des situations extrêmes, laissez venir à vous les idées auxquelles vous n'avez même pas pensé 2 secondes avant. C'est qu'on trouve, on ne sait pas pourquoi ça arrive. On ne sait pas comment on s'en sort. Mais d'avoir eu cette culture du mélange, justement, cette culture variée, m'a permis d'aller puiser probablement, donc je ne sais pas comment j'ai trouvé cette idée. Comment, je sais pas, ça ne vous arriverait peut-être pas, j'espère que ça ne vous arrivera jamais, mais comment notre passé peut venir nous sauver. Et c'est un passé pas amusant. C'est pas un passé amusant, en France. Pas tout. Cette partie-là n'est pas amusante. Mais elle est venue en nos secours. Ça, c'est intéressant. Voilà. Pour le reste, allez interroger les... Il y a eu beaucoup de développement de la science ces dernières années là-dessus, notamment sur la question du traumatisme. Parce que ça vous laisse les traumatismes, ou alors les traumatismes autres. Il y a beaucoup de recherches très intéressantes sur ce sujet. Oui. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir si vous avez été confronté à la mort durant vos reportages dans les pays en guerre. Oui. Oui, souvent. Souvent, de façon différente. Parfois, bizarrement, quand il y avait un mort, un seul, c'était plus impressionnant. Je ne sais pas quel mot employer pour bien restituer ce que j'ai ressenti. Un des premiers morts qui m'ont
vraiment touché, c'était en 89 en Roumanie, il y a eu beaucoup de morts sur une semaine. Il y a eu 11 morts de journalistes. Beaucoup de morts de civils aussi, parce que ça tirait de tous les sens. Hein. Si vous allez regarder cet épisode-là, vous verrez, en fait, il y avait un couple au pouvoir en Roumanie, à Bucarest. C'était Elena Ceausescu et Nicolae Ceausescu. Et ils étaient allés en Iran, en voyage officiel, alors que ça commençait à tanguer autour d'eux. Et puis il y a un général, ça ne s'invente pas, son nom c'était Militaru. Le général Militaru, le militaire Militaru, a fomenté un coup d'État, pas tout seul, avec l'appui de l'URSS, l'ex-URSS, pour se débarrasser du dictateur, parce que c'en était un, Ceausescu. Et donc, comme Ceausescu ne voulait pas perdre le pouvoir, il avait une redoutable police politique qui s'appelait la Securitate. Et quand il y a eu les événements devant la place, vous savez très bien, un bâtiment jaune clair avec un balcon et la foule était en bas, et quand il y a eu les événements, il a pris un hélicoptère, il est parti, mais il a laissé derrière lui tout son appareil de sécurité d'État, comme on appelait ça, son prédoc de sécurité d'État, c'est-à-dire en fait c'est tout appareil de répression qu'il peut y avoir sur place, quoi, hein. Attirer dans la foule, tirer sur les civils, instaurer la peur, par la terreur, on arrive à penser à reprendre les rênes du pouvoir. Donc ça tirait de tous les sens. Nous-mêmes, on était réfugiés à l'ambassade de France, ça a tiré, parce qu'il y avait un clocher, je pense que l'ambassade était au même endroit, il y avait un clocher juste en dessus, ils tiraient comme dingue, on traversait, on longeait les murs. Je me souviens très bien que c'était hier, il y avait Kouchner qui était là. Et donc, miracle, ça tirait beaucoup sur l'ambassade, et personne n'est mort, mais il y a un gars de l'ambassade qui a eu le bras blessé. Mais il y a eu 11 morts. Parmi les 11 morts, il y a eu Jean Calderon, qui travaillait pour la 5. Vous vous souvenez, vous avez peut-être vous souvenez, voilà. Et là, je l'ai vu, c'est un matin froid, c'était fin décembre 89. Et son cercueil était posé devant l'hôtel Intercontinental, qui n'avait l'Intercontinental que le nom, parce qu'il était crasseux, poussiéreux, moche comme tout, mais il s'appelait l'hôtel Intercontinental de Bucarest. Et voilà la collègue, et ça me donne encore des frissons en y pensant, qui est on était des jours d'abord à courir, parfois on se voit. Il était de ce cercueil. Là, on rigole pas avec ça. Ça m'a beaucoup impressionné. J'ai vu des morts, beaucoup de morts, pas que moi. On était plusieurs, et c'était en dessous de Benghazi. Benghazi, c'est une grande ville à l'est, qui donne sur la Méditerranée, pas trop loin de la frontière avec l'Égypte, en 2011, en mars. Et là, les Français, je pense que c'était les Britanniques qui avaient bombardé la veille, il y avait d'énormes trous, et il y avait des troupes de Kadhafi qui étaient là, qui nous barraient la route, puis à un moment donné, eux-mêmes, ils ont été chassés, on a pu entrer dans la ville, et là, il y avait. Imaginez toute cette pièce-là remplie de cadavres. J'ai fait un truc qu'on ne pouvait pas faire, pour vérifier, parce qu'on voyait bien que les visages étaient brûlés. Et c'était un missile qui était tombé sur des camions de transport de troupes qui allaient à l'assaut de Benghazi. Et vous voyez qu'ils étaient noirs. Ce n'étaient pas des Libyens. Les Libyens sont des Arabes ou des Sémites, mais ils ont. Et ils avaient, je me souviens, je lui montre l'image, est-ce qu'ils ont flouté à l'image à Paris, ce petit. Il faudrait aller voir, je l'ai pas revu, moi, diffusé. On l'a envoyé comme ça. Et il y avait dans la poche d'un des militaires, ambassade du Tchad à Tripoli. C'était des Tchadiens, des mercenaires qui avaient. Et nous voilà, il y avait des mouches arrivent tout de suite. Et comment on ne s'enfuit pas à ce moment-là, je ne sais pas. Et c'est très intéressant parce qu'il y avait des vieux renards ou des vieux loups comme nous, on n'est jamais prémunis contre ça, je ne sais pas croire. Ceux qui vous racontent le contraire, ils mentent. Et j'avais avec moi, pour une fois, parce que ça arrivait, cette génération de femmes techniciennes très bien chevronnées déjà, très bien aguerries, et j'avais, c'est Christine Bouvalet. Et Christine était là, et elle, c'est la première fois qu'elle allait les pays en guerre, et elle est restée zen. Donc vous voyez, peut-être que vous réagiriez de la même manière, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas que des vieux loupards comme nous qui avions vu quand même des situations tragiques. Elle, cette jeune femme, elle n'avait jamais vu de mort, probablement, parce que vous les cachez, les morts ici, ce qui n'est pas le cas encore chez nous à La Réunion, on ne les cache pas, on les paye, on voit le mort traité. Et puis bon, j'ai vu des morts, voilà, enfants, j'ai vu des morts. Enfants, on montrait les morts avec un bandeau comme ça, sous le manteau, pour pas devoir pépin, mais j'ai vu des morts enfants. Donc je ne suis pas, l'image de la mort n'est pas impossible pour moi.
J'ai vu, il y a un des visages, j'ai vu par exemple aussi, je me souviens, un très jeune policier serbe au Kosovo, qui s'était fait tirer dessus par Moucheka. Et là, c'était très impressionnant parce que c'est toutes les grands-mères du village, les mamans, et c'est surtout à un moment où les femmes étaient présentes et qui le veillaient, et avec des chants autour. On aurait pu croire que c'était un opéra, mais sauf que c'était un jeune gars qui était mort, il avait une vingtaine d'années. Ça, c'est très impressionnant. Très, très impressionnant. Parce que vous voyez un tapis de cadavre, c'est très impressionnant, mais au fond, il y a une seule personne, un visage, les yeux fermés, je vous assure que ça vous prend là. Et personne n'est prévenu comme ça. Et si vous saviez comme j'ai peur d'aller à l'hôpital, vous voyez, je suis capable de voir ça. Le jour où j'ai arrêté, le jour où j'étais nommée au CSA, ma fille qui est rentrée m'a dit oh, maman, tu n'iras plus en reportage, tu n'iras plus en Syrie, maman. Vous voyez, alors qu'elle ne m'avait pas dit, sauf une fois dans le métro, il y avait l'image de Florence Aubenas qui avait été prise en otage en Irak, où j'avais été moi aussi, et là elle s'est mise à pleurer, elle était grande déjà. Elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit je ne veux pas plus retourner. Et je n'y suis pas retournée. Je ne suis pas retournée à ce moment-là. Je suis retournée plus tard. Mais si vous partez avec la peur au ventre et en disant surtout que vous laissez vos gosses et que vous partez contre leur consentement, si vous avez quelque chose, mais que. Donc sur l'histoire, l'idée de la mort, là, c'est pas désincarné. Il ne faut pas croire que. Je ne sais pas comment font les médecins. Les médecins aussi sont marqués. Quand mon garçon pique un chat ou un chien parce qu'il ne peut pas survivre, il rentre, il est malheureux. Il me dit j'en ai piqué aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est. La mort, personne ne s'habitue à la mort. Alors il faut être. On va faire le piège. Je suis en train de sortir du périmètre que vous m'aviez alloué et je réponds aux questions. Donc vous avez pris un risque avec moi. J'avais une question. Oui. C'est pour savoir si, quand vous faites des reportages, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de montrer, ou quelles sont les directives quand vous partez en reportage, par exemple? Alors moi, j'étais en exercice jusqu'en janvier 2013, donc il y a 7 ans. Je n'ai jamais eu de directive même, mais les directives sont parfois non écrites. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des sujets auxquels, si vous y touchez, alors il faut les traiter avec énormément de précautions. Un des lieux géographiques les plus complexes à traiter, c'est le Moyen-Orient, qui est tout le conflit israélo-palestinien. Et c'est devenu encore plus complexe, justement parce qu'il y a les réseaux sociaux et que vous pouvez vous faire harponner d'un côté ou de l'autre. Donc là, il faut faire très gaffe, mais surtout ne pas aller totalement inculte. Ce sont des régions du monde. Je m'intéresse à ce sujet, moi je suis encore une femme. J'ai fait mes études tout en travaillant, pour des raisons que je vous ai explicitées tout à l'heure, c'est qu'il fallait que je travaille pour nourrir à l'époux ceux qui étaient derrière, ma jeune sœur et ma mère. Donc j'ai travaillé tout en étudiant. Mais donc, vous voyez, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, il y a une résolution des Nations Unies qui s'appelle la résolution 1942. Et cette résolution est toujours restée lettre morte. Si vous allez dans une région comme celle-là, personne ne sera jamais content du traitement que vous ferez. Moi, j'ai reçu des appels anonymes quand je rentrais, qui étaient très accusateurs. Et en même temps, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, mais c'est Dieu de ne pas avoir peur en traitant ce sujet-là. C'est le sujet le plus complexe, le plus épineux. Et d'ailleurs, je crois qu'on ne le traite plus tellement. Ça va servir à personne. Je pense qu'il y a une certaine peur à traiter ce sujet. Absolument. Il y a une peur. C'est très dommage. Mais moi, on ne m'a jamais dit il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Je savais où passer les lignes de démarcation. Et si j'ai voulu faire à l'étranger, c'est précisément pour ne pas être sous la coupe de ceux qui auraient été derrière mon dos pour me dire ça, tu n'as pas le droit de mettre. Donc, en faisant les sujets internationaux, vous fichez une paix royale. Sauf quand il y avait des applications françaises. Par exemple, un jour, j'étais au Vietnam, voyage de Chirac, au Vietnam, je crois que c'est en 97, de mémoire c'est 97.
Et j'avais interviewé, je crois que c'était Védrine, qui était ministre des Affaires étrangères, je crois que c'est peut-être Védrine. Bref, Chirac allait arriver, et avant l'arrivée du président de la République, il n'y avait pas toutes ces chaînes d'infos, tout ça non plus, on était 3-4 chaînes, et on travaille ce qu'on appelle en pôle, P-O-O-L, comme pour le sport. Hein, travail de, moi je fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et puis quand on arrive au salle de montage, on recopie et chacun a les sources. Donc, on se partage les images. Et donc, avant l'arrivée de Jacques Chirac, il y avait le Premier ministre qui attendait, le Premier ministre vietnamien, donc je lui pose la question, parce qu'il y a des vrais coups du Vietnam, aujourd'hui encore. Et je lui pose la question sur les droits de l'homme. Les Vietnamiens sont allés se plaindre aux Français, par exemple, c'est ces journalistes qui ont eu une accusation, ils ont très mal pris ça. Et ce jour-là, quand mon reportage est arrivé à Paris, parce que nous on l'a envoyé prêt à diffuser, et en général on l'a envoyé à peu près 10 minutes avant. On se donnait le maximum de temps de travail, qui était quand même déjà réduit. Et là, cette interview était coupée. Et je sais très bien qu'il a coupé. Il n'a pas coupé de son propre chef. Il a coupé parce que sûrement ce jour-là, quelqu'un du Quai d'Orsay a appelé en disant attention, ça va nous poser des problèmes s'il y a cette interview du Premier ministre vietnamien qui va accueillir le président de la République française et qu'on dise, on parle des gulags, etc. Oui, ce jour-là, ils ont coupé. Et après, il y a une chose que moi je n'aime pas trop, et ça je l'ai bien vu quand j'étais au CSA, c'est que la loi française, la loi qui. Je vais continuer. Voilà. Parce que j'ai vu, moi quand j'étais reporter, je ne savais pas du tout ce qui se passait, j'étais content de partir en reportage, je faisais mon reportage, mais je ne savais pas qui tirait les ficelles. J'ai beaucoup appris en venant au CSA. J'ai voulu venir au CSA, en particulier sur le sujet des écrans, quelqu'un m'a mentionné tout à l'heure. La loi française qui régit l'audiovisuel, qui va être modifiée prochainement, le projet de loi est en débat à l'heure actuelle en commission à l'Assemblée nationale, et puis ça sera toujours un jeu de pression pour savoir ce qu'on met dans la loi, mais l'actuelle loi date de 1986, pro forma, on l'appelle loi audiovisuelle septembre 1986. Elle a été modifiée 80 fois. Parmi les socles, et l'ouverture de la loi, article 1er, c'est de dire la communication audiovisuelle est libre. Et après, on met les exceptions. Parmi les exceptions, il y a ne pas endommager, c'est pas le mot qui est employé, mais en tout cas, ça revient à cela, tout ce qui tourne autour de la dignité de la personne. Ah, c'est là où la dignité de la personne, ça se discute. C'est quoi la dignité? C'est quoi? Est-ce que montrer des images d'une personne souffrante, une personne dont le visage a été emporté, porte atteinte à la dignité de la personne? Probablement, en tout cas à son image, à son intégrité. Mais est-ce qu'une image qui fait 11 secondes, un plan séquence qui fait 11 secondes, où on voit des civils, ou en tout cas des gens entraînés dans la guerre au Mali, jetés au fond d'un puits, est-ce que cette image porte atteinte à la sensibilité? Eh bien, le sujet est venu devant nous au CSA. C'était un numéro d'envoyé spécial. Nous étions 9 autour de la table. Il y a eu une majorité pour dire que le sujet portait atteinte à la sensibilité. Je n'ai pas le droit de le dire, parce que je ne sais pas si vous avez envoyé des images, je n'ai pas le droit de trahir. Il y a un vote très crucial autour de la table pour savoir si on avait le droit, si France 2 avait le droit ou pas. Puis après, je me souviens, le président de l'époque, Rémi Fulmin, qui est mort depuis, et le directeur de l'information sont venus. Ça se discutait, hein. Ça se discute, ça. Qu'est-ce qu'on a le droit de montrer au public? Et de quel droit je vais priver le public? Il ne faut pas que ce soit insultant, il ne faut pas que ce soit, d'une certaine façon, une sorte de presque de pornographie de la violence. Il ne faut pas que ce soit ça. Mais si c'est pour informer, ça peut aller assez loin. Ou alors on n'aurait pas montré les images des camps de concentration. Hein. Si on n'avait pas montré les images des camps de concentration, et je ne sais pas si vous savez ce que Hitchcock, grand cinéaste, Hitchcock a dit, c'est qu'il a filmé à Mauthausen en particulier. C'est qu'il faut filmer en plan séquence. Il ne faut pas qu'il coupe. Parce que si je coupe de l'image qui a ici le premier plan, je pourrais bien mettre une fausse image, puis choisir une image dans un chutier d'image d'une fille complètement dénudée. On a dit, tiens, dis donc, oh là là, mais on est déjà sur la question des fake news. Donc Hitchcock, déjà en 1945, au moment de
l'Armée rouge et les Lutte libérer les camps, avaient institué comme règle que sur ce genre de sujet, on filme en plan séquence. C'est-à-dire ça part de là, ça arrive là, et voilà, ça fait un règle. Mais on n'est pas en train de faire des plans côte à côte. Moi, je suis pour montrer le maximum aux gens. À partir du moment où quelqu'un laisse sa télé ouverte, il doit être capable de regarder. Mais, il ne faut pas mettre des gosses devant la télé. Ben non. Non. Pas mettre des gosses devant la télé, pas seulement des petits de 6 ans, même des plus grands. Puis vous ne passez pas votre vie non plus devant les écrans, je suis désolée. Hein. Je viens de radoter. Mais lisez. Lisez. C'est un vrai combat à avoir. Rien ne vous rendra la lecture. Vous savez comment je peux vous le dire? J'ai appris le français à l'école. Jusqu'à maintenant, de mon téléphone, j'ai des formules de grammaire. Je le disais à la prof de français tout à l'heure. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi ils se sont succédés, les motifs participes passés. Ils se sont succédés. Il y a S, il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S. C'est pas les écrans qui vont vous apprendre ça. Vous voulez demain être respecté lorsque vous allez demander un boulot? Écrivez correctement. Écrivez correctement. Parce que là, les gosses de familles aisées auront les moyens d'écrire correctement. Puis ceux qui ne sont pas logés à la même enseigne, qui sont biberonnés aux écrans, j'ai tout travaillé toute ma vie dans les écrans. J'adore les écrans. Et les caméras. Et les micros. Mais ce que l'écrit nous donne, et la structure de la pensée à l'écrit, les écrans ne peuvent pas nous donner. Donc on ne va pas maudire les écrans. J'en profite à chaque fois que je vais dans les lycées pour le dire. On ne va pas maudire les écrans. Et ça, je me demande même pourquoi il faut encore le répéter. Mais de temps en temps, il faut vous sevrer. Comme j'essaie de vous sevrer. C'est dur. Je dis la même chose à mes enfants qui ont fait. Je me bats encore. Parfois, j'arrache le téléphone. Ils sont grands, j'ai un fils qui est vétérinaire. J'arrache son téléphone. J'arrache le téléphone. Alors là, il y a hors de poser une question, les amis. Vas-y. Quel poste occupiez-vous au CSA? Ah, alors, j'ai été nommée au CSA, on n'a pas le temps ici d'expliquer, mais ça aussi c'est on a cherché, il y a assez peu de choses sur votre travail au CSA. Ah, alors, ok, je vais vous expliquer. Alors, j'ai été nommée au CSA à ma demande en 2013. En fait, j'ai posé ma candidature Qu'est-ce que c'est que le CSA? fin 2012. D'accord, vous faites bien de me pister comme ça parce que je fais un effort didactique, mais ça va pas toujours de soi. Le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est-à-dire, c'est institué par la loi audiovisuelle dont je parlais tout à l'heure, et qui est en quelque sorte la tour de contrôle de l'audiovisuel, c'est ce qu'on appelle le régulateur. De même qu'il y a un régulateur pour le commerce qui s'appelle l'autorité de la concurrence, là, pour réguler l'industrie de l'audiovisuel, il y a cette institution qui s'appelle le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a 30 ans maintenant, qui s'est appelé de différentes manières, qui va être réformée dans la prochaine loi de l'audiovisuel pour le rapprocher d'une autre institution qui s'appelle l'ADOPI. Donc c'est l'institution qui est chargée de lutter contre le piratage. Donc ce que je vous dis là sera encore valable après le vote de la loi, sauf que sachez que l'institution va être confortée. Ils vont vivre en partie dans le même immeuble, qui est la Tour Mirabeau à Paris dans le 15e. Et c'est une institution qui compte à peu près 240 fonctionnaires pour l'instant. Et au-dessus de la pyramide des fonctionnaires, il y a le conseil, on appelle les membres du conseil. J'en ai fait partie et le mandat est de 6 ans. Il y a un président et il y a au total, autour du président, il y a 6 conseillers. Toutes les décisions, par exemple, de sanction d'une chaîne. Je vais prendre un exemple pratique, vous êtes jeune, peut-être que vous regardez l'émission d'Anouna. Quand il y a eu l'imposition de très lourdes sanctions de 3 millions contre la chaîne Canal+, qui possède la chaîne C8, c'est autour de cette table, au 18e étage, que nous avons pris la décision. Là aussi, je n'ai pas le droit de trahir le secret du vote, qui pour moi est absurde. Si j'ai un moment, j'expliquerai. Donc c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui alloue les fréquences radio, par exemple. Ça arrive très souvent que des radios locales, régionales,
soit vendu. Donc le CSA donne l'accord pour être vendu et pour réattribuer la fréquence. C'est le CSA qui nomme. J'étais autour de la table lorsqu'il s'est agi, j'étais autour de la table, je ne dis pas que j'ai voté comme ci ou comme ça, lorsqu'il s'est agi de voter pour choisir un président ou une présidente de France Télévisions en 2015. C'est le CSA, et j'étais autour de la table, qui a nommé la présidente actuelle de Radio France, Sibylle Veil. C'est nous aussi autour de la table qui avons destitué pour la première fois le président de Radio France, Mathieu Gallet. C'est le CSA qui s'occupe, et c'est une démission très importante, du temps de parole lors des scrutins. C'est le CSA qui doit veiller à la juste représentation de la population française, c'est écrit dans la loi, sauf que la loi là elle est très lâche. Veiller à la juste représentation, ça ne veut rien dire. Parce qu'au-dessus du CSA, quand le CSA prend une décision, il n'est pas le seul dans le paysage, c'est que les chaînes de télévision, les patrons de chaînes, disposent des meilleurs avocats de France, parmi les meilleurs. Donc ils font un procès au CSA devant la juridiction administrative suprême en France, qui est le Conseil d'État. Et le Conseil d'État peut casser, on appelle casser, une décision du CSA. C'est arrivé lorsque nous, CSA, avons décidé de supprimer, de retirer la fréquence à la chaîne 23. Vous vous souvenez, il y a eu une grosse histoire autour de cela il y a 5 ans. Et le Conseil d'État, donc le juge administratif, a dit au CSA, non, 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 vous avez dit que les propriétaires de la chaîne avaient fraudé, ben non, ils n'ont pas fraudé pour tel article. Et là, nous, autour de la table, on siège maintenant, en ce qu'on appelle en formation de tribunal. Et on est dans le rôle du juge. Et toutes les décisions sont prises du point de vue d'un formalisme juridique extrême. C'est vu la loi de temps, vu la décision de, vu tel argument, décide que, et c'est publié au journal officiel. Donc, lorsque mon mandat s'est terminé en janvier 2019, j'étais l'une des 7, et l'institution est renouvelée par tiers tous les 2 ans. Dans 1 an, 2 vont partir. La dernière fois, 3 sont partis, parce que c'était un chiffre impair. Le président avait fini, avec 2 autres, 2 conseillers, dont moi et Sylvie Brossolette. Nous étions 3 à partir, et pour se retomber sur les chiffres, les bons chiffres, 3 sont arrivés. Mais la prochaine fois, c'est 2 qui partiront. En l'occurrence, Nathalie Sonat et Nicolas Furien, et 2 vont entrer, nommés par le président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Et là, c'est là où les choses sont très complexes en France. J'espère que la prochaine loi va faire en sorte que les auditions soient publiques, mais dès la candidature. Qui a une question? Une question ici. Oui, vas-y. Pourquoi France 3 avez-vous changé de métier pour devenir présentatrice du Soir 3? Ah, alors je fais parallèlement les deux. Ce qui est assez rare en France, parce que les Français optent pour la solution du présentateur en majesté avec le rôle de vedette. Moi je préfère beaucoup, les Américains font beaucoup ça, je préfère la solution organique. Je préfère la BBC en particulier, où les gens vont sur le terrain, ils font du reportage, ils connaissent bien les sujets. C'est plutôt mon option. Mais j'ai eu la chance de faire les deux en même temps, mais j'ai fait plutôt du reportage, j'ai fait un peu sur quoi, mais j'ai fait plutôt du reportage. Vas-y. Comment avez-vous ressenti votre intégration lors de votre arrivée dans la métropole? D'accord, je vous demande de m'excuser 2 secondes, parce que je demandais à comme ça, je vais envoyer au CSA. Il y a quelqu'un qui c'est lui qui a dit, hein, c'est pas moi. Mais j'ai le professeur. Non, mais je regarde qui est les gens. Alors, repose pas ta question comme ça, j'ai le temps de l'écouter. S'il te plaît. Comment avez-vous ressenti votre intégration lors de votre arrivée dans la métropole? C'est pas une question simple, ça.
Merci beaucoup. Je vais l'envoyer sur Twitter. Comment je ressens? Moi, j'ai choisi, c'est moi qui ai décidé. C'est moi qui ai décidé, c'est un peu sur un coup de tête, de me dire, parce que j'étais la première journaliste créole, donc mélangée du coin, jusqu'à présent c'était le métropolitain. C'est comme si votre professeur tout d'un coup allait à la réunion, tout le monde lui parlait à l'époque, tout le monde parlait que créole. C'était pas simple pour les profs, enfin, les profs avaient l'habitude, ils étaient habitués. Lui c'est presque un créole, le professeur. Enfin bref, étant à la réunion, c'est petit quand même, c'est 2500 km². Et un monde insulaire est un monde très pesant. Et quand vous avez 20 ans, 22 ans, 23 ans dans un monde comme ça, même si vous avez tout, du jour au lendemain, vous passez plus par les portes si on vous laisse faire. Donc il faut remettre les billes à zéro. Et je vous donne la parole d'honneur que c'est vrai. Je me suis dit, si je veux être journaliste à l'égal des journalistes métropolitains, il faut que je vienne en métropole, comme on dit, donc ici, et que je fasse comme eux, puis je me mesure à eux, et je verrai bien si je suis vraiment capable d'être comme eux. Donc je suis allée voir à l'époque, ce monsieur, c'est Claude Levoine. Je vous donne les détails parce que vous voyez que c'est vraiment sérieux. Et donc je lui dis, j'aimerais venir à Paris, je rêvais de Paris. À l'époque, la province, c'était vraiment la province. Et vous étiez loin à la province, il y avait Paris et la province, ce qui heureusement n'est plus le cas. Et il m'a regardé et il m'a dit, ben non, parce que Paris c'est pour les grands journalistes. Je ne le verrai jamais. C'est faux. Il y a des bons et des mauvais partout, comme dans toutes les professions. Et donc il y avait une carte avec des petites punaises rouges sur son bureau. Et il m'a dit de choisir. Et moi j'ai choisi de regarder, j'ai dit, ah, il y a Orléans, mais c'est pas loin, je peux prendre le train et rentrer le soir. Et donc j'ai pris une chambre de bonne à Paris et je suis allée travailler à Orléans tous les jours, rentrer le matin, la nuit, la plupart du temps rentrer la nuit. Et là je suis tombée sur des vrais Français, non pas que ce soit une fausse française, mais je suis tombée sur des Français de France métropolitaine et qui m'ont très bien accueilli. Et j'étais accueillie dans des familles, souvent c'est des familles de paysannes à Orléans, ça faisait pas très longtemps qu'il y avait la télé non plus, et ils étaient arrivés là un peu par hasard, ils avaient un boulot de ceci, cela. Ils m'ont très bien accueilli, et c'est avec eux que j'ai découvert la France. C'est avec eux. Et jusqu'à maintenant, j'ai gardé les souvenirs d'amitié dans la région d'Orléans. Récemment, il y a un des assistants caméraman qui est mort, et voilà, on vit au jour de scène. J'en ai un autre qui m'a appelé parce qu'il voulait souhaiter un bon anniversaire, ils étaient venus à mon mariage, donc ils m'ont appris la France. Oui. En dehors des enseignants, oui, ils m'ont appris la France. Et la France est un pays qui sait accueillir. Ils sont bien les Français. Bah, moi qui arrivais, c'était à moi de faire mes preuves. Hein. J'arrivais chez vous, même si ma mère est française. C'était à moi aussi de me faire accueillir. Et parfois, j'ai bluffé mes collègues. Parce que dans la région de l'Eure-et-Loire, surtout à l'époque, les paysans n'ouvraient pas leurs portes. Ils n'ouvraient jamais leurs portes aux équipes de FR3 à l'époque. Et un jour, j'ai frappé chez un paysan qui m'a ouvert la porte, et non seulement ils ont ouvert la porte, ils ont offert un café. Mais je peux vous assurer que jamais les collègues m'ont oublié. Ça prouve que je savais peut-être aussi demander, prier, remercier. Dire merci, c'est très important. Ça vous déporte. C'est vrai, ça vous enlève rien. La gentillesse est une très jolie chose. C'est toi qui décides. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, le professeur propose d'aborder enfin la question des fake news, mais il est vrai que je l'ai un peu abordé à travers la manière d'appréhender un sujet, comment, lorsqu'on est lancé sur un terrain plus ou moins compliqué, on peut tomber dans la question du complotisme et on peut aussi trafiquer, se laisser manipuler. Aujourd'hui, la question des fake news est devenue cruciale. Pourquoi? Parce que la technologie a permis une extension démesurée de l'art du mensonge et de l'art de la manipulation. Parce qu'en réalité, mentir sur un document officiel ou sur un événement, cela se faisait déjà beaucoup. Et hier, lorsque nous avons conversé avec Jean Rochaud au téléphone, je lui ai rappelé, on est tombé d'accord évidemment là-dessus, c'est qu'à l'époque de l'Union soviétique, il y a quantité de personnages qui étaient tombés en disgrâce, qui avaient disparu des photos. C'était mettre dans l'art de faire. Mentir, faire du fake, c'est quoi? Fake, c'est faux. Mais le fake news est devenu une réalité qui a sauté aux yeux de tout le monde à partir de 2016, surtout là. C'était le cas avant, mais à partir de 2016, quand il y a eu l'élection présidentielle américaine, où on sait que massivement, des sites internet ont permis d'alimenter faussement
le public américain, donc d'orienter le vote. Mais mentir, essayer de tordre l'opinion publique a existé bien avant. Je me souviens qu'en 2005, au moment de l'élection du référendum européen sur la Constitution européenne, qui a été rejeté par la France, les médias français ont tous quand même poussé à voter oui. Et c'est le non qui est sorti. Donc là aussi, il peut y avoir quand même une distanciation du public par rapport à ce qu'il voit. Et à l'époque, c'était... Aujourd'hui, les gens s'alimentent en info pour 75% auprès de la télévision et 40% la radio. Néanmoins, voilà, les jeunes, vous, votre génération, vous allez consommer, entre guillemets, comme on le dit, les produits de télévision fabriqués par la télé, pour les télés, sur vos écrans, ou même à travers Facebook, ou à travers Twitter, ou Insta, comme on dit. Voilà. Mais voilà, c'est très intéressant. Vous, quand vous allez chercher de l'info, vous faites comment? Quels sont... N'ayez pas de préconçus, vous n'êtes pas là pour se juger, les amis. Hein. Vous-même, quand vous voulez vous renseigner, vous consultez quoi? Qui regarde le journal de 20h, par exemple? Levez le doigt pour voir. Oh là, bravo! Oh là là, je prends une photo. C'est extraordinaire, ça. Alors, on va arrêter de mentir. Quelle que soit la chaîne. Ah oui, soyez sympa. Soyez sympa. Admettons qu'il marche d'erreur. C'est pour ça, vous êtes honnête, c'est pas amusant de mentir. C'est même pas amusant de mentir. Mais admettons ça. Mais par ailleurs, vous allez consulter aussi un peu, vous allez chercher un peu sur les réseaux, non, comme moi, comme tout le monde, non? Et quand vous allez sur Facebook, que vous voyez qu'un truc est un peu litigieux, comment faites-vous? Est-ce que vous relikez ou est-ce que vous rebalancez quelque chose qui vous paraît scandaleux, machin, et est-ce que vous le faites après avoir vérifié ou dans la foulée, oh ben ça c'est scandaleux, je le balance? Dans la foulée. Dans la foulée, hein? On fait tous. Moi, sur Twitter, je balance, on me dit j'aurais dû vérifier. On est tous logés à la même enseigne. Ne croyez pas que bon, moi, je ne parle pas ma profession et mon âge. Hein, on est assimilés là quand même. Je fais un peu plus gaffe. Mais on est tous malléables. C'est la difficulté. Mais sachant qu'il y a un vrai danger aujourd'hui, surtout une intelligence artificielle permet de jouer à poker menteur beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus qu'il y a 5-10 ans, puisque l'intelligence artificielle permet le rêve absolu des humoristes. Vous vous souvenez qu'avant les humoristes, ils prenaient par exemple la tête d'un dirigeant quelconque, et puis il mettait un discours complètement fantaisiste, et tout le monde rigolait, en disant, bon voilà, un tel raconte, je sais pas quoi. Vous avez vu le film La vie est belle avec Benigni où il est à Auschwitz justement, ce petit garçon, et le petit garçon dit mais qu'est-ce qu'il a dit le militaire, et il brode un truc complètement aléatoire. Bon, là on est dans la rigolade, dans la solution de survie, mais aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on peut faire dire aux professeurs d'histoire mais des abominations, sauf que Facebook a été, Google a été contraint de vérifier davantage voilà, les choses, mais le piège est là. Si on est en train de nous enfumer, je parle comme vous là, si on est en train de nous enfumer avec des choses qui n'existent pas pour qu'on vote, pour qu'on nous torde le bras, hein, qui aime qu'on nous torde le bras? Personne. Personne n'aime se voir imposer quelque chose. Voilà. Mais j'ai lu tout à l'heure en venant, j'ai vérifié des chiffres en France, d'après une étude qui a été faite au niveau européen par l'université britannique Cambridge. C'est pas les amateurs, c'est pas des rigolos à Cambridge, visiblement. Mais il est montré que 8% des gens croient qu'il y a des extraterrestres. Voilà, c'est ça. Quand il y a eu les tours jumelles en 2001, il y a eu des gens de renom qui ont dit que en fait, les avions n'avaient pas été détournés et que les tours n'avaient pas été descendus par l'équipe de Mohamed Atta. Bah,
prochaine fois. Bon, alors qu'est-ce que vous faites pour qu'on se dise au revoir là?